Mille-certuis perforés. C'est utile pour plein de trucs, mais quoi déjà? Ah ouais, pour plein de trucs. En macération huileuse, ça colore l'huile en rouge. Et on l'utilise pour tout ce qui est blessures, contusions, pour les coups, pour les bleus. Pour les coups de soleil, c'est juste mais magique de chez magique, quoi. Crame les brûlures aussi, l'huile elle est super puissante. Ouais. Par contre, si vous en utilisez, ne le mettez pas pendant la journée parce que sinon votre peau elle va réagir au soleil et là ça va faire une irritation. C'est sensible. Ouais. En huile, en tisane aussi. Par contre, en tisane, si vous le faites sécher, essayez des petites quantités parce que ça fait pas les mêmes effets sur les gens. Il y a des gens que ça excite à fond, il y en a d'autres ça les calme, il y en a d'autres ça les rend complètement parano. Après, ça n'a pas un goût de ouf en tisane. Ça se fume? Je pense que les feuilles, ouais. Si vous regardez à la loupe sur les feuilles, en fait, il y a plein de petits trous et ça permet à la plante d'évacuer la chaleur en excès. C'est comme ça qu'on les reconnaît, les millepertuis. Après, bon, la fleur, elle est tellement particulière que vous pouvez pas vous tromper beaucoup avec d'autres plantes, mais si vous voulez être sûr, vous pouvez regarder les feuilles à la loupe. Elle pousse vraiment en Europe, elle a été beaucoup utilisée sur pas mal de siècles pour des exorcismes, des incantations, plein de trucs assez chouettes et étranges vraiment. Les feuilles aussi, les jeunes feuilles, elles se mangent, elles sont assez piquantes. Les fleurs aussi. Et après en tisane, ça a un goût pas mal, ça a un goût un peu de réglisse, mais aussi super pour tout ce qui est extinction de voix, maux de gorge, les bronchites, en bain de bouche pour les aftes aussi, très très bon. Ça ressemble pas à grand chose, il y a juste les fleurs qui permettent de l'avoir. Mandier qui essayait de se faire passer pour malade, en fait, il se grattait la peau, il se frottait la peau avec les feuilles et ça faisait des boutons, des éruptions, des trucs vraiment dégueulasses quoi. Et du coup il pouvait mendier plus facilement. Clématite, clématite D. Elle est un peu irritante, bon pas quand vous la touchez comme ça, mais si vous pressez les feuilles ça brûle quand même un peu. Faire gaffe à ça. Après les racines, elles sont utilisées pour pas mal de liqueurs, en confiserie aussi. Il y a quelques usages. Et puis après c'est une plante qui est super mellifère, il y a pas mal de papillons qui viennent au printemps la polliniser, même si les fleurs sont toutes petites. Là c'est les fruits, hein, c'est après les fleurs. Les fruits en grappe avec leurs plumettes blanches. Du coup c'est de l'aubépine, épine blanche, elle a des plein d'épines, il faut faire gaffe quand on la cueille parce que ça peut bien s'arracher les doigts. Les feuilles elles sont utilisées en infusion pour l'anxiété, pour les insomnies, pour calmer aussi tout ce qui est problème du cœur, palpitations cardiaques, tachycardie, ça apaise tout ça. Les fleurs aussi. Les fleurs aussi, ouais, les fleurs blanches au printemps. Il faut aussi faire de la limonade avec, c'est super bon goût. Et puis les fruits, bon, ils sont pas très gros, il y a pas beaucoup de pulpe dedans, il y a quelques graines, mais il y a des endroits où il y en a vraiment plein. On peut les faire en confiture, en gelée. C'est un goût un peu comme les arbouses aussi qu'il y a ici. C'est des arbres de la garrigue, mais qui est un peu plus haut vers le Pic Saint-Loup. Mon papy, il vient du nord de la France et il m'a dit que pendant la Seconde Guerre, les fruits de l'aubépine, ça s'appelait le pain de soldat. Ils n'avaient plus rien à bouffer, ils le transformaient en farine une fois séché et ils le bouffaient. Il y en a beaucoup dans le nord de la France aussi. Les fruits? Ouais. Bon là il est pas à maturité, hein, il est jeune mais après c'est tout petit. Hein. C'est vraiment tout crevé la dalle. Hein. Bah en vrai il y a pas longtemps je suis tombée sur un petit livret sur les farines anciennes et tout, et quasiment tout ils le mettaient en farine quoi. Quasiment toutes les racines des plantes comestibles, tous les petits fruits comme ça. Les graminées sauvages aussi qu'il y a partout, tout ça c'est des ancêtres des céréales qu'on cultive, on peut aussi faire des farines avec. Et qui sont souvent plus nutritives parce qu'elles n'ont pas été sélectionnées sur les traits de productivité de la plante, mais du coup il y a plus de minéraux dedans. Ça c'est un olivier de Bohême, c'est les oliviers sauvages en fait de la garrigue. Bon ils ont un port vraiment super compacté, puis bon c'est à partir de là qu'on a sélectionné des oliviers plus comestibles parce que ça c'est vraiment très petit. Même si bon ça va grossir un petit peu, mais à presser il n'y a vraiment pas beaucoup d'huile qui sort. Après il y a les feuilles quand même qui sont utilisables. Comme pour les oliviers cultivés, les feuilles en tisane c'est vraiment super si vous avez des problèmes d'assimilation des sucres, des glucides, des céréales aussi. Il y a des gens qui disent que ça aiderait à traiter le diabète, moi je pense qu'il faudrait voir les dosages. C'est carrément comestible du coup ça. Je pense que ça n'a pas un goût de ouf quoi. Et puis en plus elles sont pas mûres. Après c'est rigolo, elles sont petites, elles ont différents stades. Et ouais vers juin elles étaient... t'avais tout ça en fleurs en fait. Fleurs blanches ou jaunes. Vraiment on les voyait de loin, super magnifiques. Les fleurs aussi elles se mangent en salade. Ça du coup c'est la carotte sauvage. C'est une plante de la famille des ombellifères parce qu'elles font des fleurs en ombelle. En fait chaque petit truc blanc c'est une fleur, comme le fenouil. Il y a beaucoup de fleurs qui se ressemblent dans cette famille, du coup moi, je les connais pas tous, je les ai pas toutes identifiées. Par contre il y en a quelques-unes qui sont simples à identifier. Par exemple la carotte sauvage, au milieu de son ombelle de fleurs, elle a une toute petite fleur qui est soit rouge soit noire.
Bah, il y a des fois, elle tombe, Ouais. cette petite fleur. Du coup, si tu la vois pas, vaut mieux éviter. Si tu la vois pas sur au moins d'une des ombelles. Je trouve que l'odeur, c'est plus facile de reconnaître. L'odeur, quoi. ouais. Genre, ça sent vraiment la carotte, quoi. Les fleurs, un petit peu, mais en plus, si tu la déracines, la racine, elle Ouais, sent ouais. mais de ouf, quoi. La racine, elle est vraiment super pour aromatiser les soupes, les ragoûts. Elle te fout un goût comme si tu avais foutu 20 carottes dans une racine. Sous l'ombrelle, il y a des espèces de pics, de picots. J'ai des petits poils sur la tige. La ciguë, par exemple, qui est toxique, il n'y a pas de petits poils sur la tige. Du coup, ça permet pas de les mélanger, quoi. Mais après, je trouve que le plus simple, c'est vraiment l'odeur. La racine se consomme à n'importe quel stade ou... Bah, elle peut se consommer à partir de juillet, août, je dirais, mais c'est plutôt vers plus tard qu'elle est plus grosse, quoi. Moi, je trouve Mais- pas, parce qu'en fait, plus on avance dans l'été, plus elle devient dure et immangeable. Et au final, je trouve qu'au printemps, c'est plus facile de faire une salade de carottes sauvages. Moi, quand j'en mangeais, on est très surréaliste là, j'en mangeais plutôt mars, par là, quoi. Au tout début Ok. du printemps, où là, elle était toute tendre et... Ça dépend comment tu la manges. Si tu la manges crue, en effet, c'est plutôt Ouais. là. Moi, je la mange plutôt en soupe, du coup, je la râpe, en fait. Ah ouais. Ouais, plus à l'automne quand même. Peut-être qu'elle est plus aromatique au printemps, même si elle est moins grosse. Hein. Je pense que c'est. Et ben, c'est aussi une mauve. Je pense que c'est la mauve musquée, celle-là. Ouais, elle est mimi. Comme toutes les mauves, hein, elle est comestible. Je vais vous montrer là vite fait, c'est cette plante-là qui est là aussi. Il y a les fleurs au bout jaunes et après ça fait des graines très accrochantes aussi. Hein. Pareil, un petit côté velcro. C'est l'aigre-moine patoire. Et c'est une plante qui a plein d'usages. Bah déjà elle est comestible. Bon là c'est un peu vieux mais les feuilles sont comestibles. Ensuite elles ont un goût assez fort, genre artichaut. Et puis cru mais plus jeune parce que là elles sont un peu coriaces. Et puis son nom en grec ça veut dire la sauvage solitaire parce qu'en fait elle va surtout pousser à des endroits qui sont pas trop entretenus. Elle pousse pas trop en colonie, elle a un peu besoin de son espace quoi. Et puis elle a été utilisée pour plein de trucs. C'est une super cicatrisante en usage externe, en décoction sur les plaies. Elle est désinfectante aussi, elle tue les bacilles du tétanos, elle tue plusieurs virus aussi. Les feuilles et les fleurs en infusion. La racine aussi en décoction, ça marche. Elle est pas très grosse la racine. En tisane, c'est une super plante pour les intoxications alimentaires, les diarrhées, toutes les gueux qui peuvent sortir de nous. Parce qu'elle va avoir vraiment un effet où elle va remettre la flore intestinale très rapidement et virer toutes les bactéries et les champignons en excès. C'est aussi une plante teinturière, je mes souvenirs. On peut teindre avec des couleurs qui vont de l'orange au doré avec, ça dépend quelle dose de plante on met, surtout les fleurs. Bon là il est pas très reconnaissable parce que là il est déjà quasiment en graines. C'est du mélilo blanc, mélilo officinal. Ça fait partie de la famille des trèfles. Puis ça c'est une super plante pour tout ce qui est problème de circulation sanguine, pour les varices, pour les congestions, pour les fluidites. En tisane c'est vraiment génial. Par contre il faut faire gaffe quand vous la séchez, il faut pas qu'elle prenne l'humidité. Sinon elle peut tourner puis elle synthétise la même molécule qu'il y a dans la morora. Du coup c'est clair qu'elle a un effet super puissant sur le sang. Après, vous le sentez quand elle a mal séché, c'est une horreur, ça sent vraiment pas bon. Et celle-là, du coup, est-ce que ça fait partie de la famille des chardons et tout, ou d'artichauts? Ça fait partie de la famille des rosacées. C'est des fleurs à 5 pétales et puis pas mal d'étamines quand même. Les étamines, c'est les petites tiges avec les boules qui sortent. Et puis sur la base, c'est des pétales qui sont pas stériles mais qui attirent les insectes. Très joli. On l'appelle la scabieuse des champs parce que avant qu'il y ait des molécules chimiques pour traiter la gale, en fait c'était des infusions de cette plante-là qui tuaient les parasites de la gale. Puis les gens prenaient des bains pendant quelques jours avec cette plante infusée dans le bain aussi. Bah quand même assez utile quoi, parce que c'est pas cool la gale. Les graines elles sont très jolies aussi, ça a vraiment une tête d'alien en fait de près. Des petites boules de graines. Les fleurs elles sont comestibles en salade aussi. Après là, en août, elles sont quand même déjà un peu plus sèches qu'avant. Pour traiter la gale avec ça, il faut les mettre dans une baignoire, les faire macérer. Ouais, bah, tu mets ton eau chaude, tu les laisses une dizaine de minutes. Bah, après, il faut le faire de façon répétée parce que ça va tuer les adultes de la gale, mais pas les œufs, pas les larves en gestation. Il faut le faire plusieurs jours d'affilée. Et à Notre-Dame, il y a une meuf qui avait réussi à se soigner de la gale. C'est la seule avec des plantes, je pense, du coup, c'est là sûrement. Après, avec des huiles essentielles, c'est possible aussi. Okay. Mais il faut bien les appliquer super régulièrement. C'est quand même assez chiant. Et c'est sec que tu les mets dans l'eau? Sèche ou fraîche? Peu importe. Ouais. Les graines. Enfin, de toute façon, ça c'est une plante, elle est adaptée à la garrigue aussi. Elle est déjà hyper sèche, il n'y a pas beaucoup d'eau dedans. La racine, soit tu la torréfies en la faisant poêler, mais après, je pense qu'il y a aussi des variétés cultivées de chicorée qui ont des racines beaucoup plus grosses.
C'est vraiment le truc Mais du il y en a matin. une quantité. Ça disparaît à midi. C'est vraiment le truc pour le café du matin, ça disparaît à midi quoi. Les fleurs en salade aussi. Et là c'est pas une prêle derrière? Ouais, là voilà, ça a été exaucé. La prêle, je sais pas si c'est la prêle aquatique ou si c'en est une autre. C'est une des plus vieilles familles de végétaux sur Terre. Une des premières plantes qui sont apparues, c'est ça. Elles font pas de fleurs, elles ont pas de reproduction à base de fleurs, ça s'est apparu plus tard dans l'évolution. Par contre, elles ont déjà une tige et puis des vaisseaux de vascularisation qui remontent l'eau et les nutriments, qui descendent les déchets. Enfin, il y a déjà cette structure-là dans l'évolution. Et puis, Et comment ça se reproduit? voilà. Angleterre. Il y a de la multiplication végétative, mais il y a aussi une multiplication sexuée. Je crois que c'est des bouts de tiges qui tombent et qui refont des individus un peu plus loin. Il me semble, pas toutes les prêles, mais il y en a certaines où tu as des plants mâles et tu as des plants femelles, mais c'est pas des fleurs, c'est juste des... C'est des porte-greffes pour pas mal d'arbres fruitiers aussi, ça a été vachement utilisé pour ça. Et puis ça fait des petites prunettes qui sont assez âcres là en ce moment. Après vous pouvez les faire macérer dans du vinaigre, c'est très bon. En macérer dans du vin, c'est génial aussi. Quand les gelées sont passées aussi, ça se ramollit et puis on peut faire des confitures avec, même si sorte de crème sucrée à mort. C'est la rose des chiens. Gratte-lui aussi, ouais, les poils sont un peu irritants. Bon, c'est plein de graines et tout, mais c'est un des fruits les plus riches en vitamine C que vous pouvez trouver dans toute la nature, quoi. En infusion, c'est bon, ça sucre aussi. Quand ils sont encore rouges, on peut faire de la confiture avec, par contre, on a mis assez mégalo. Là, il est complètement desséché, c'est ceux de l'an dernier, c'est les fruits de l'an dernier. Et là, par exemple, il y a un fruit en formation, puis ça va devenir rouge d'ici septembre, octobre. Et puis les fleurs, ça fait comme des fleurs de rosier, enfin, petit, quoi. Par contre là plutôt ça y va la crème. C'est le chêne kermès. Il reste tout petit toute sa vie, il dépasse jamais plus de 2-3 mètres on va dire. Puis c'est une espèce qui est vraiment colonisatrice, donc quand il y a un terrain qui va s'ouvrir, quand il y a un endroit qui va être défriché où il y avait des plantations d'arbres, cette plante-là elle va vraiment envahir le terrain et elle a des feuilles hyper piquantes. Si vous passez dedans, vous allez vous en rendre compte. Et c'est le plus petit, c'est le deuxième plus petit chêne du monde quoi, après les chênes nains en montagne. Je crois qu'il y a 6 ou 7 espèces de chênes qui poussent dans la garrigue. Il y avait le chêne, il y a le chêne pédonculé là qu'on voit juste là. Mais il y en a quelques autres. Bon après, les chênes c'était aussi une farine vachement utilisée quand il n'y avait rien à manger. Sauf qu'il faut les faire cuire plusieurs fois dans l'eau pour enlever les tanins, sinon c'est super toxique. Ouais. Ça a été vachement utilisé aussi pour le tannage des cuirs, l'écorce. Mais en fait, plein de plantes ont été utilisées pour ça. Bon là c'est les graines, vous verrez pas les fleurs, mais les fleurs elles sont pas très visibles. C'est la cardaire sauvage, c'est une super plante qui est utilisée maintenant en macération dans de l'alcool pour traiter tout ce qui est maladie de Lyme, maladie immunitaire sur le long cours. Qu'elle va restimuler l'immunité, elle va aussi permettre à ce qu'il y ait des défenses qui soient plus durables, qui s'installent avec une sécrétion d'anticorps contre certains virus, mais plus ciblés quoi. C'est cette partie-là qu'on prend. La tige, la bractée quoi. C'est une plante qui est super aussi parce que dans la garrigue elle va retenir de l'eau. On l'appelle le cabaret des oiseaux parce que dans le creux de ces feuilles là, quand il pleut, elle garde souvent de l'eau et il y a les oiseaux qui viennent se servir petit à petit. Ouais. C'est comment Et tu la consommes comment? En alcoolature. En alcoolature. Ouais, tu la fais macérer dans de l'alcool pendant quelques semaines, plutôt de l'alcool à 70-90 degrés. Et après tu prends quelques gouttes tous les jours le matin. C'est la famille des chardons, ouais. Ouais, c'est la fleur, hein. Cardaire. Elle est dingue cette fleur, ouais. Enfin, c'est plein de petites fleurs. Ouais. Et c'est une boraginacée. C'est de la famille de la bourrache, du coup, boraginacée. Les fleurs, il me semble qu'elles sont comestibles. J'aurais quand même vérifié. Bah, je vais regarder.